Les éditions Sixth présentent Ma vie, tome 2, de Léon Trotsky, lu par Éric Herson-Macarel. Chapitre 24. À Pétrograd. Le voyage de Halifax à Pétrograd ne nous laissa pas plus d'impression que l'on en a dans un tunnel. Nous étions bien, en effet, dans le tunnel qui menait à la Révolution. Je me rappelle seulement qu'en Suède, il y avait des cartes de pain. C'était la première fois que j'en voyais. En Finlande, en wagon, je me trouvais face à face avec Van der Velde et De Man, qui se rendaient aussi à Pétrograd. « Nous reconnaissez-vous » me dit De Man. « Oh oui » lui répondis-je, quoique les gens aient bien changé depuis la guerre. Sur cette réplique dépourvue d'urbanité, la conversation s'arrêta. De Man, dans sa jeunesse, avait essayé d'être marxiste et avait même attaqué assez heureusement Van der Velde. Pendant la guerre, il renonça, en politicien, aux innocentes folies de sa jeunesse. Après la guerre, il y renonça même dans la théorie. Il ne fut plus qu'un agent de son gouvernement. Quant à Van der Velde, il était le personnage le plus insignifiant du groupe dirigeant de l'Internationale. Il n'en était le président que parce qu'il avait été impossible d'élire un Allemand ou un Français. Comme théoricien, Van der Velde n'était qu'un compilateur. À l'égard des courants idéologiques du socialisme, il louvoyait de même que le gouvernement de son pays manœuvrait devant les grandes puissances. Il n'eut jamais aucune autorité sur les marxistes russes. Comme orateur, Van der Velde ne s'est pas élevé au-dessus d'une brillante médiocrité. Pendant la guerre, il échangea son poste de président de l'Internationale contre celui de ministre du roi. Je lui fis une guerre implacable dans mon journal de Paris. En réponse à cela, Van der Velde invitait les révolutionnaires russes à se réconcilier avec le tsarisme. Et il se rendait maintenant à Pétrograd pour engager la révolution russe à prendre la place du tsarisme dans la colonne des Alliés. Nous n'avions pas un mot à nous dire. À Bieloostrov, nous fûmes accueillis par une délégation des internationalistes unifiés et du comité central des bolcheviks. Les mencheviks, même internationalistes, Martov et autres, n'étaient représentés par personne. J'embrassai mon vieil ami Ouritsky, que j'avais rencontré pour la première fois en Sibérie au début de ce siècle. Ouritsky avait constamment collaboré de Scandinavie à Naše Slovo, que nous publiions à Paris, et avait assuré la liaison entre nous et la Russie pendant la guerre. 1 an après cette rencontre, il fut assassiné par une jeune socialiste révolutionnaire. Dans cette délégation, je vis pour la première fois Karakhan, qui devait dans la suite se faire une réputation comme diplomate des soviets. Les bolcheviks étaient représentés par Fédorov, ouvrier des métaux, qui devint bientôt président de la section ouvrière du soviet de Pétrograd. Avant même d'arriver à Bieloostrov, je sus, par un journal russe tout récemment paru, que Tchernov, Tseretelli et Skobeliev étaient entrés dans le cabinet de coalition du gouvernement provisoire. Du coup, l'on vit clairement comment se situaient les groupes politiques. Dès le premier jour, il allait falloir combattre sans merci avec les bolcheviks, les mencheviks et les populistes. À Pétrograd, gare de Finlande, une grande réception nous était réservée. Ouritsky et Fédorov prononcèrent des discours. Je répondis en parlant de la nécessité de préparer une autre révolution qui, cette fois-ci, serait la nôtre. Lorsque, soudain, l'on m'enleva à bout de bras, je me rappelai immédiatement Halifax, où je m'étais trouvé dans la même situation. Mais maintenant, c'étaient des mains amies qui me soulevaient. Nous étions entourés d'une quantité de drapeaux. J'aperçus le visage empreint d'émotion de ma femme, les faces pâles et inquiètes de mes garçons, qui se demandaient si c'était en bien ou en mal qu'on me portait ainsi. La Révolution les avait déçus une première fois.
En arrière, au bout du quai, je remarquai Van der Velde et De Man. Ils avaient fait exprès de se laisser distancer, ne risquant pas, évidemment, de se mêler à la foule. Les nouveaux ministres socialistes russes n'avaient ménagé à leurs collègues belges aucune réception. Ils se souvenaient trop bien du rôle joué la veille encore par Van der Velde. Aussitôt après la gare, ce fut pour moi un tourbillon, dans lequel gens et épisodes passèrent comme des copeaux dans un torrent. Les plus grands événements sont les plus pauvres en souvenirs personnels. C'est ainsi que la mémoire se garde contre une surcharge. Il me semble que je me rendis aussitôt à la séance du comité exécutif. Tcheidze, président inamovible de l'époque, me salua sèchement. Les bolcheviks proposèrent de m'inscrire parmi les membres du comité exécutif en qualité d'ancien président du Soviet de 1905. Il y eut une certaine confusion. Les mencheviks chuchotaient avec les populistes. Ils constituaient encore, en cette période, l'écrasante majorité dans toutes les institutions révolutionnaires. Il fut décidé de m'admettre avec voix consultative. Je reçus ma carte de membre du comité avec un verre de thé et un morceau de pain noir. Non seulement mes enfants, mais ma femme et moi éprouvions un étonnement à entendre parler russe dans les rues de Pétrograd, à voir les enseignes et affiches écrites en russe. Il y avait 10 ans que nous avions quitté la capitale. Et à cette époque, mon fils aîné avait tout juste un peu plus d'1 an. Le cadet était né à Vienne. Les effectifs de la garnison étaient formidables, mais déjà tout à fait inconsistants. Les soldats passaient en chantant des chansons révolutionnaires, portant des rubans rouges sur la poitrine. Cela semblait invraisemblable, comme un rêve. Les tramways aussi étaient bondés de soldats. Dans certaines grandes avenues, on faisait encore l'exercice. Les tirailleurs se couchaient, s'élançaient en ligne, se recouchaient. Derrière la Révolution se dressait encore, de sa taille géante, le monstre de la guerre, projetant son ombre. Mais les masses ne croyaient déjà plus à la continuation des hostilités. Et il semblait que cet apprentissage du métier des armes se poursuivit simplement parce qu'on avait oublié de le décommander. La guerre était devenue impossible. C'est ce que ne parvenaient pas à comprendre non seulement les cadets, mais les leaders de ce qu'on appelait la démocratie révolutionnaire. Ils avaient une peur terrible de lâcher la jupe de l'entente. Je connaissais peu Tseretelli et pas du tout Kerensky. Je connaissais mieux Tcheidze. Skobeliev avait été mon élève. J'avais combattu plus d'une fois Tchernov dans des conférences contradictoires à l'étranger. Je voyais Gotz pour la première fois. Et c'était là le groupe soviétique dirigeant de la démocratie. Tseretelli les dépassait évidemment de toute la tête. Je l'avais rencontré déjà au Congrès de Londres de 1907, où il représenta la fraction social-démocrate de la deuxième Douma. Dès ce temps, en ses jeunes années, il était bon orateur et pourvu d'un fond moral très attachant. Les années de bagne qu'il vécut accrurent son autorité politique. Il rentra dans l'arène de la Révolution en pleine maturité et prit immédiatement la première place parmi ceux qui pensaient comme lui ou qui étaient de ses alliés. Parmi nos adversaires, il était le seul que l'on put prendre au sérieux. Mais comme cela s'est fréquemment produit en histoire, il fallut la Révolution pour démontrer que Tseretelli n'était pas un révolutionnaire. Celui qui ne voulait pas se perdre dans l'enchevêtrement des faits devait considérer la révolution russe non pas du point de vue seulement russe, mais dans sa perspective mondiale. Or, Tseretelli l'aborda uniquement d'après l'expérience de la Géorgie, complétée par ce que lui avait appris la deuxième Douma d'Empire. Ses vues en politique se révélèrent terriblement étriquées. Son instruction apparut toute superficiellement littéraire. Il éprouvait une profonde déférence pour le libéralisme. Il envisageait l'inexorable dynamique de la Révolution avec les yeux d'un bourgeois à demi instruit qui tremble pour la civilisation. De plus en plus, la masse qui s'éveillait lui paraissait être une populace en révolte. Dès les premiers mots échangés, il fut clair que c'était pour nous un ennemi. Lénine a dit de lui qu'il était obtus,
C'était raide, mais juste. Tsereteli avait les dons et l'honnêteté d'un esprit borné. De Kerensky, Lénine a dit que c'était un petit fanfaron. À cela, il y a peu de choses à ajouter. Kerensky était, et est resté, une figure fortuitement introduite dans l'histoire, un favori du moment. Toute puissante marée nouvelle de la Révolution, entraînant des masses vierges qui n'ont pas encore de discernement, porte nécessairement très haut de ces héros d'une heure qui sont immédiatement éblouis de leur propre éclat. Kerensky était de la succession de Gapon et de Khroustaïev. Il personnifiait l'accidentel dans la loi de l'histoire. Ses meilleurs discours ont valu ce que pourrait valoir de l'eau richement pilée dans un mortier. En 1917, cette eau était bouillante et donnait de la vapeur. Cela put faire une auréole. Skobeliev entra dans la politique à Vienne, où il était étudiant, et débuta sous ma direction. De la rédaction de la Pravda de Vienne, il rentra chez lui, au Caucase, pour tenter de se faire élire député à la 4e Douma. Il y réussit. Parlementaire, il tomba sous l'influence des mencheviks, et c'est avec eux qu'il entra dans la Révolution de février. Notre liaison était depuis longtemps rompue. Je le retrouvai à Pétrograd, tout frais et moulu ministre du Travail. Il s'approcha de moi avec désinvolture au comité exécutif et me demanda ce que j'en pensais. Je lui répondis « Je pense que nous vous aurons bientôt réglé votre compte ». Il n'y a pas si longtemps, Skobeliev, en riant, me rappelait cette amicale prédiction qui se réalisa 6 mois plus tard. Peu après la victoire d'octobre, Skobeliev se déclara bolchevique. Lénine et moi étions d'avis de ne pas l'admettre au parti. Maintenant, il est bien entendu staliniste. Sous ce rapport, tout est dans l'ordre. Ma femme, mes enfants et moi, nous étions logés dans je ne sais quel Kievski Nomera. Nous n'avions qu'une chambre et nous avions eu du mal à l'obtenir. Le lendemain de notre installation, un officier se présenta à nous dans tout l'éclat de son uniforme. « Vous ne me reconnaissez pas ?» Non, je ne le reconnaissais pas. « Loginov. » Alors, sous le brillant extérieur de cet officier, me revint en mémoire un jeune serrurier que j'avais connu en 1905. Il avait fait partie d'une compagnie ouvrière de combat, s'était battu en embuscade derrière des bornes contre les agents de police et m'était attaché avec toute l'ardeur d'une jeune affection. Après 1905, je l'avais perdu de vue. Maintenant seulement, en 1917, j'apprenais de lui qu'en réalité il n'avait jamais été le prolétaire Loginov, que son vrai nom était Serebrovski, ancien étudiant technologue d'une riche famille, mais qui, en ses jeunes années, s'était bien adapté aux milieux ouvriers. Durant la période de la Réaction, il était devenu ingénieur, s'était depuis longtemps tenu à l'écart de la Révolution, et pendant la guerre avait été nommé par le gouvernement directeur de 2 des plus grandes usines de Pétrograd. La Révolution de février avait réveillé en lui certains sentiments, il s'était souvenu du passé, il avait appris mon retour par les journaux, et voici qu'il était là, devant moi, et qu'il me demandait, avec une chaleureuse insistance, de venir avec ma famille loger chez lui, et tout de suite. Après avoir hésité, nous acceptâmes. Serebrovski avait un immense et riche appartement de directeur où il vivait seul avec sa jeune femme. Il n'avait pas d'enfant. Tout avait été préparé d'avance. Dans cette ville, à demi affamée et délabrée, nous nous trouvâmes comme en paradis. Mais l'affaire se gâta lorsque la conversation porta sur la politique. Serebrovski était un patriote. Comme nous le découvrîmes plus tard, il avait une haine profonde pour les bolcheviks et il considérait Lénine comme un agent de l'Allemagne. Dès les premiers mots, ayant trouvé de la résistance, il devint, à vrai dire, plus circonspect, mais il nous était impossible de faire vie commune avec lui. Nous quittâmes l'appartement de ces hôtes accueillants, auxquels rien ne nous liait, et nous reprîmes notre chambre des Kievski Nomera. Après cela, Serebrovski attira encore une fois chez lui nos garçons,
Il les régala de thé avec des confitures, et nos gamins, par gratitude, lui parlèrent du dernier discours que Lénine avait prononcé dans un meeting. Ils en étaient tout rouges. Ils étaient contents de causer et de manger des confitures. « Mais Lénine est un espion allemand », leur dit le maître de maison. « Quoi ? Comment ? Ces mots avaient été prononcés. Nos garçons laissèrent là le thé avec les confitures. Ils sautèrent sur leurs jambes et l'aîné s'écria « Eh bien ça, c'est une cochonnerie !» Il n'avait pas trouvé dans son vocabulaire de mots qui convint mieux à la situation. Ce fut alors le tour du maître de maison de se sentir vexé. Nos relations s'arrêtèrent à ce point. Après notre victoire d'octobre, j'employais Serebrovski dans un établissement des soviets. Comme beaucoup d'autres du service des soviets, il passa au parti. Actuellement, il est membre du comité central du parti de Staline. Il est une des colonnes du régime. Si en 1905 il a pu se faire passer pour prolétaire, il lui est maintenant infiniment plus facile de se faire passer pour un bolchevique. Après les journées de juillet, dont il sera parlé plus loin, les calomnies lancées contre les bolcheviks inondèrent les rues de la capitale. Je fus arrêté par le gouvernement de Kerensky, et 2 mois après mon retour de l'émigration, je me retrouvai dans la prison de Kresti que je connaissais bien. Le colonel Maurice, chef du camp d'Amherst, dut lire avec plaisir cette nouvelle dans son journal du matin, et il ne fut pas seul, sans doute, à éprouver ce sentiment. Mais nos garçons étaient mécontents. « Qu'est-ce que c'est que cette révolution ?» disait-il, d'un ton de reproche à leur mère, « si on enferme papa tantôt dans un camp de concentration, tantôt en prison ?» Leur mère était d'accord avec eux, leur disant que ce n'était pas encore la vraie révolution, mais des gouttes amères de scepticisme s'infiltraient en eux. Lorsque je quittai la prison de la démocratie révolutionnaire, nous nous installâmes dans un petit logement que louait la veuve d'un journaliste libéral dans une grande maison bourgeoise. La préparation du coup d'État d'octobre était poussée activement. Je devins président du Soviet de Pétrograd. Mon nom était décliné de toutes les façons dans la presse. Dans l'immeuble que nous habitions, nous étions de plus en plus cernés par une muraille d'hostilité et de haine. Notre cuisinière, Anna Osipovna, devait subir les attaques des ménagères lorsqu'elle se rendait au comité domiciliaire pour chercher du pain. Mon fils était persécuté à l'école, où on l'appelait, faisant allusion à son père, le président. Lorsque ma femme revenait du syndicat des menuisiers ébénistes où elle avait un emploi, le portier principal l'accompagnait d'un regard haineux. C'était un supplice que de monter l'escalier. De plus en plus souvent, notre logeuse téléphonait pour savoir si ses meubles n'avaient pas été mis au pillage. Nous aurions voulu changer de local, mais où aller ? Il n'y avait pas un local vacant en ville. La situation devenait de plus en plus intolérable. Mais voici qu'un beau jour, vraiment, ce blocus cessa, comme si quelqu'un était venu l'enlever du revers de la main. Le portier principal, au retour de ma femme, lui adressa le salut auquel n'avaient droit que les plus influents parmi les locataires. Au comité domiciliaire, le pain fut délivré sans retard et sans menace. Personne ne nous fermait plus la porte au nez en la faisant claquer. Qui donc était parvenu à ce résultat ? Quel magicien ! Ce fut l'œuvre de Nikolaï Markin. Il faut parler de lui, car c'est grâce à lui, grâce à une collectivité de Markin, que la révolution d'octobre a triomphé. Markin était un matelot de la Baltique, canonnier et bolchevique. Il ne se montra pas du premier coup tel qu'il était. Il n'était pas du tout dans son caractère de parader. Il n'était pas orateur, il avait l'élocution difficile. En outre, il était timide et renfermé, comme quelqu'un dont la force intérieure a subi un refoulement. Markin était fait d'un seul morceau, et d'un bon matériau. Je ne savais rien encore de son existence, qu'il avait déjà pris sur lui souci de ma famille. Il avait fait connaissance avec nos garçons, leur avait offert à l'Institut Smolny du thé et des butterbrots. Plus généralement, il leur avait dispensé les petites joies dont ce temps rigoureux était si avare. Sans en avoir l'air, il venait voir si tout marchait bien chez nous.
Je ne soupçonnais pas son existence. Par nos garçons, par Anna Osipovna, il sut que nous vivions dans un camp ennemi. Il vint jeter un coup d'œil chez le portier principal et au comité domiciliaire. Je crois qu'il ne vint pas seul, mais avec un groupe de matelots. Il dut trouver des mots très persuasifs, car tout changea brusquement autour de nous. C'est ainsi qu'avant octobre, une dictature du prolétariat, pour ainsi dire, s'établit dans notre maison bourgeoise. Plus tard seulement, nous apprîmes que nous en étions redevables à un matelot de la Baltique, ami de nos enfants. Le comité exécutif central qui nous était hostile, cherchant un appui auprès des propriétaires d'imprimerie, enleva au soviet de Pétrograd son journal dès que celui-ci devint bolchéviste. Il nous fallait créer un nouveau journal. Je fis appel à Markin. Il disparut, s'éclipsa complètement, visita les lieux où il y avait quelque chose à faire, causa avec des typos, et en quelques jours, notre journal put paraître. Nous l'appelâmes « Rabochi i Soldat ». Markin se trouvait jour et nuit à la rédaction, arrangeant tout. Pendant les journées d'octobre, cette figure solidement bâtie, face basanée et morose, surgissait toujours aux endroits les plus dangereux et aux heures où l'on avait le plus besoin d'elle. Markin ne venait me voir que pour me dire que tout marchait bien et pour me demander si nous n'avions pas besoin de quelque chose. Son expérience grandissait. Il établissait la dictature du prolétariat à Pétrograd. Une certaine pègre entreprit d'attaquer les caves et entrepôts de spiritueux de la capitale et des palais richement pourvus. Il y avait certainement quelqu'un pour diriger ce mouvement menaçant, pour tenter de brûler la révolution au feu de l'alcool. Markin flaira le danger et entra aussitôt en bataille. Il assura la protection des caves, et là où il ne pouvait mieux faire, il détruisit les dépôts. Chaussé de hautes bottes, il enfonçait jusqu'aux genoux dans un flot de vin fin qui dégoulinait du verre des bouteilles. Par les ruisseaux, le vin coulait, imprégnant la neige vers la Neva. Des ivrognes le lampaient à même les rigoles. Markin, le revolver au poing, combattait pour la lucidité d'octobre. Trempé jusqu'aux os, tout pénétré du bouquet des grands crus, il rentrait chez lui où l'attendaient dans les affres deux petits garçons. Markin repoussa l'offensive donnée au moyen de l'alcool par la contre-révolution. Lorsque je fus chargé du commissariat des affaires étrangères, il sembla qu'il serait impossible d'aborder la tâche. Les anciens adjoints du ministre, aussi bien que les dactylos, participaient tous au sabotage. Les armoires étaient fermées, les clés manquaient. Je m'adressai à Markin, qui connaissait le secret de l'action directe. 2 ou 3 diplomates furent enfermés pendant 24 heures, et le lendemain, Markin, m'apportant les clés, m'invita à me rendre au commissariat. Mais j'étais retenu à l'Institut Smolny par des travaux d'une portée plus générale pour la Révolution. Markin devint alors, provisoirement, le ministre des Affaires étrangères, sans en avoir le titre. Il débrouilla tout à sa manière dans le mécanisme du commissariat, procéda d'une main ferme à l'épuration, chassant les diplomates de haute lignée, les diplomates fripons, réorganisant la chancellerie. Il confisqua au profit des miséreux de tout âge les objets que l'on recevait encore en contrebande par les valises diplomatiques. Il fit une sélection parmi les plus édifiants documents secrets et publia ce qu'il avait choisi sous sa responsabilité personnelle avec des notes de lui en brochure. Markin ne portait pas l'insigne académique, et même n'écrivait pas sans quelques fautes. Ses annotations étaient parfois d'un imprévu surprenant, mais dans l'ensemble, Markin, le diplomate, plantait solidement ses clous et en bonne place. Le baron von Kuhlmann et le comte Tchernin, à Brest-Litovsk, se jetèrent avec avidité sur le papier jaune des brochures de Markin. Ensuite commença la guerre civile. Markin bouchait les brèches, qui étaient nombreuses. Il s'occupa d'établir la dictature assez loin dans l'Est. Il commandait une flottille sur la Volga et chassait l'ennemi. Lorsque j'apprenais qu'il se trouvait à un endroit plus particulièrement périlleux, je me sentais plus tranquille et comme réchauffé. Mais son heure sonna. Sur la Kama, une balle ennemie rejoignit Nikolai Georgievitch Markin
et faucha ses solides jambes de marin. Lorsque je reçus la dépêche qui m'annonçait sa mort, ce fut comme si une colonne de granit s'écroulait devant moi. Sur la petite table des enfants, il y avait son portrait. Il portait le béret, avec les rubans flottants. « Garçon, garçon, Markin a été tué. » Devant moi, 2 faces pâles, tendues par les crispations d'une douleur soudaine. Avec nos enfants, Nikolai traitait d'égal à égal. Il leur confiait ses desseins et les secrets de sa vie. À notre Serioja, qui avait 9 ans, il avait raconté qu'une femme qu'il aimait depuis longtemps et profondément l'avait quitté, et qu'à cause de cela, il avait du noir dans l'âme. Serioja, d'un chuchotement effrayé, avec des larmes aussi, avait fait confidence de ce secret à sa mère. Et ce tendre ami, qui avait ouvert en égal son âme à nos enfants, était également un vieux loup de mer et un révolutionnaire, un véritable héros, comme dans le plus merveilleux des contes. Était-il possible qu'il fût mort, ce Markin qui, dans le sous-sol du ministère, nous avait appris à nous servir du revolver et de la carabine? 2 petits corps frissonnèrent longtemps sous leur couverture, dans le calme de la nuit, lorsque la sinistre nouvelle nous fut parvenue. La mère seule entendit leurs sanglots d'inconsolables. Ma vie était emportée dans le tourbillon des meetings. Lorsque j'arrivai à Pétersbourg, tous les orateurs que je rencontrais étaient enroués ou avaient perdu la voix. La Révolution de 1905 m'avait appris à ménager mon gosier. C'est pourquoi je réussis à peu près à rester dans le rang. Meeting dans les usines, dans les écoles, dans les théâtres, dans les cirques, dans les rues, sur les places. Je rentrais exténué après minuit. Je trouvais dans un demi-sommeil agité les meilleurs arguments que j'aurais dû opposer à nos adversaires politiques, et à 7 heures du matin, parfois plus tôt, j'étais tiré de mon sommeil par des coups odieux, intolérables à ma porte. On venait me chercher pour un meeting à Peterhof. Des matelots de Kronstadt étaient venus me prendre en bateau à moteur pour m'emmener chez eux. Chaque fois, il me semblait que je ne serais pas en état de donner à cette nouvelle réunion l'élan voulu. Mais je ne sais quelle réserve du système nerveux se révélait alors. Je parlais 1 heure, parfois 2, et tandis que je parlais, j'étais étroitement entouré par des délégations venues de diverses usines, de divers quartiers. Il se trouvait qu'en 3, 4 ou 5 endroits, j'étais attendu par des milliers d'ouvriers qui patientaient 1 et 2 et 3 heures. Que d'endurance mettait la masse réveillée à attendre en ces jours-là la parole nouvelle. Les meetings qui se tenaient au cirque moderne présentaient un intérêt particulier non seulement pour moi, mais pour mes adversaires. Ceux-ci considéraient le cirque comme ma citadelle et n'essayèrent jamais d'y parler. En revanche, lorsque j'attaquais au soviet les conciliateurs, on m'interrompait souvent par des cris hostiles « Vous n'êtes pas ici au cirque moderne ». Ce devint comme un refrain. D'ordinaire, au cirque, je prenais la parole le soir, quelquefois en pleine nuit. Mes auditeurs étaient des ouvriers, des soldats, de laborieuses mères de famille, des adolescents venus de la rue, les opprimés, les bas-fonds de la capitale. Il n'y avait pas place pour laisser tomber une épingle. Les gens étaient entassés. De petits garçons étaient assis sur les épaules de leur père. Des nourrissons suçaient le sein maternel. Personne ne fumait. Les galeries supérieures menaçaient de s'effondrer sous la surcharge. Pour parvenir à la tribune, je devais passer par une étroite tranchée de corps, et parfois j'étais porté sur les bras. L'atmosphère, lourde de respirations et d'attentes, éclatait en cris, en ces hurlements passionnés qui étaient dans la manière du cirque moderne. Autour de moi, au-dessus de moi, des coudes étroitement serrés, des poitrines, des têtes. Je parlais comme du fond d'une chaude caverne de corps humains. Lorsque je faisais un geste un peu ample, j'atteignais toujours quelqu'un, et d'un mouvement de reconnaissance, l'auditeur touché me donnait à comprendre que je n'avais rien à regretter, que je ne devais pas m'interrompre, qu'il fallait continuer. Aucune lassitude ne pouvait subsister dans la tension électrique de cette agglomération humaine.
La foule voulait savoir, comprendre, trouver sa voie. Par moments, on croyait sentir jusqu'aux lèvres la prenante question de cette multitude fondue en un seul être. Alors, les arguments conçus d'avance, les mots préparés, cédaient, se retiraient sous l'autoritaire pression des sympathies, et d'autres mots sortaient de l'ombre, d'autres arguments tout armés, imprévus pour l'orateur, mais nécessaires à la masse. Et alors, l'orateur lui-même avait l'impression d'entendre quelqu'un qui eût parlé tout près de lui, de ne pouvoir suivre assez sa pensée, et sa seule inquiétude était que son double, comme un somnambule, ne tombât de l'amphithéâtre au son de sa voix de raisonneur. Tel était le cirque moderne. Il avait sa physionomie à lui, flambante, affectueuse et forcenée. Les nourrissons suçaient paisiblement des seins d'où partaient des cris d'assentiment ou de menace. La foule même était comme un bébé dont les lèvres sèches se collent au tétin de la Révolution. Mais l'enfançon prenait rapidement de l'âge. Sortir du cirque moderne était encore plus difficile que d'y entrer. La foule ne se décidait pas à rompre le bloc qu'elle formait. Elle ne se dispersait pas. L'esprit perdu, le corps épuisé, il fallait voguer vers la porte, passant sur d'innombrables bras qui vous soulevaient au-dessus des têtes. Parfois je discernais les figures de mes 2 filles. Elles habitaient dans le voisinage avec leur mère. L'aînée allait sur ses 16 ans, la cadette allait en avoir 15. J'avais à peine le temps de faire un signe de tête vers leurs yeux émus ou de serrer en passant une main tendre et brûlante, et la foule nous séparait encore. Lorsque j'étais parvenu dehors, le cirque tout entier se mettait en mouvement. Une grande porte s'ouvre, m'engloutit et se referme lourdement derrière moi. Des amis m'ont introduit dans le palais de la ballerine Tchesinska que fit construire pour elle Nicolas II. C'est là que s'est retranché l'état-major des bolcheviks, et des capotes grises tiennent séance sur des sièges capitonnés de soie, piétinant de leurs lourdes bottes un parquet qui n'a pas été ciré depuis longtemps. Ici, l'on peut attendre un moment que la foule se soit écoulée et repartir ensuite. Un soir, revenant du meeting par des rues désertes, j'entends des pas qui me suivent. Il en avait été de même la veille et, je crois, l'avant-veille. Serrant du poing mon Browning, je fais brusquement demi-tour. Quelques pas en arrière. « Que vous faut-il » demandai-je d'un ton menaçant. J'avais devant moi une jeune figure, toute dévouée. « Permettez-moi de veiller sur vous. Le cirque est aussi fréquenté par des ennemis. » C'était l'étudiant Poznanski. Dès lors, il ne me quitta plus. Pendant toutes les années de Révolution, il fut à mes côtés, remplissant des missions très variées, mais qui engageaient toujours sa responsabilité. Il s'occupait de ma protection personnelle, créa un secrétariat pour mes expéditions militaires, découvrit des dépôts d'armement que l'on avait oubliés, trouva des livres dont on avait besoin, organisa, avec rien, peut-on dire, des escadrons, combattit au front, puis dans les rangs de l'opposition. Il est actuellement déporté. J'espère que nous nous retrouverons réunis. Le 3 décembre, je fis au Cirque moderne une conférence sur l'activité du gouvernement soviétique. J'expliquai l'importance de la publication de la correspondance diplomatique du tsarisme et de Kerensky. Je racontais à mes fidèles auditeurs comment, ayant dit que le peuple ne pouvait plus verser son sang pour des traités qu'il n'avait ni conclus, ni lus, ni vus, je m'étais attiré cette réplique des conciliateurs du Soviet, réplique véhémente: « Pas de ce langage ici, vous n'êtes pas au cirque moderne. » Et je reprends la réponse que je fis aux conciliateurs: « Je n'ai qu'une seule parole, qu'un seul langage, celui du révolutionnaire. C'est la langue que je parle dans les meetings populaires, c'est le langage que je tiendrai aux Alliés et aux Allemands. » Là, le compte-rendu de la presse note de bruyants applaudissements. Ma liaison avec le cirque moderne ne cessa qu'en février, lorsque j'allais m'établir à Moscou. Chapitre 25. Sur des calomniateurs. Au début de mai 1917, lorsque je parvins à Pétrograd,
La campagne ouverte au sujet du wagon plombé dans lequel était arrivé Lénine battait son plein. Les ministres socialistes, tout neufs et tirés à quatre épingles, étaient les alliés de Lloyd George qui n'avaient pas admis que Lénine se rendît en Russie. Et c'étaient ces mêmes messieurs qui traquaient Lénine parce qu'il avait passé par l'Allemagne. Les circonstances de mon voyage, complétant l'expérience faite par lui, furent tout aussi probantes pour la contrepartie. Ce qui n'empêcha pas que je fusse l'objet de la même calomnie. Buchanan, le premier, lui donna cours, sous forme d'une lettre ouverte au ministre des Affaires étrangères, qui en mai était déjà Tereschenko et non plus Miliukov. J'écrivis le récit de mon odyssée à travers l'Atlantique. Comme conclusion, je posai la question suivante. Estimez-vous, monsieur le ministre, qu'il est dans l'ordre que l'Angleterre soit représentée par une personne qui s'est salie elle-même en lançant une aussi impudente calomnie et qui n'a pas levé le petit doigt ensuite pour se réhabiliter? Il n'y eut pas de réponse, et je n'en attendais pas, mais le journal de Miliukov s'entremit en faveur de l'ambassadeur allié, en reprenant à son compte les calomnies qui me concernaient. Je décidai de clouer au pilori les diffamateurs d'une façon aussi solennelle que possible. Le premier congrès pan-russe des soviets venait de s'ouvrir. Le 5 juin, la salle était archibondée. Je demandai, en fin de séance, à prendre la parole sur un cas personnel. Voici comment, le lendemain, le journal de Gorky, qui était hostile aux bolcheviks, rapporta mes conclusions, et, en général, tout l'épisode. Miliukov nous accuse d'être des agents à la solde du gouvernement allemand. Du haut de cette tribune de la démocratie révolutionnaire, je m'adresse à la presse russe honnête. Trotsky se tourne vers la table occupée par les journalistes, et je la prie de reproduire mes paroles. Tant que Miliukov n'aura pas retiré cette accusation, il portera sur le front le stigmate d'un infâme calomniateur. La déclaration de Trotsky, prononcée avec force et dignité, appelle l'ovation unanime de toute la salle. Tout le Congrès, sans distinction de fraction, l'applaudit bruyamment pendant plusieurs minutes. Il ne faut pas oublier que le Congrès se composait dans la proportion de 9/10 de nos adversaires. Mais ce succès, comme l'ont démontré les événements qui suivirent, devait être éphémère. Ce fut, en son genre, un des paradoxes du parlementarisme. Larietsch essaya de relever le gant en annonçant le lendemain que j'avais touché au Deutscher Patriotischer Verein de New York $10 000 pour renverser le gouvernement provisoire. Cela, du moins, c'était clair. Or, la vérité est qu'à l'avant-veille de mon départ pour l'Europe, des ouvriers allemands, auxquels j'avais fait plus d'une fois des conférences, en collaboration avec des amis et partisans américains, russes, lettons, juifs, lituaniens et finnois, organisèrent pour moi un meeting d'adieu au cours duquel il y eut une collecte pour les besoins de la révolution russe. On réunit ainsi $310. Sur cette somme, les ouvriers allemands avaient versé, par l'intermédiaire de leur président, $100. La somme recueillie me fut remise, et le lendemain même, d'accord avec les organisateurs du meeting, je la répartis entre 5 émigrés qui rentraient en Russie et n'avaient pas assez d'argent pour leur voyage. Telle est l'histoire des $10 000. Je la racontai alors dans le journal de Gorky, Novaya Zhizn, 27 juin, et terminai par cette leçon. Pour réduire à une plus juste mesure désormais les élucubrations combinées à mon égard par messieurs les menteurs, calomniateurs, plumitifs des journaux cadets et autres canailles en général, je crois utile de déclarer que dans toute ma vie, je n'ai jamais disposé en une fois non seulement de $10 000, mais même du 10e de cette somme. Pareil aveu peut, à vrai dire, me perdre de réputation dans l'auditoire des cadets, beaucoup plus gravement que toutes les insinuations de M. Miliukov. Mais je me suis depuis longtemps fait à l'idée de passer ma vie sans obtenir aucun signe d'approbation des bourgeois libéraux. Après cela, la noise ne continua qu'en sourdine. Je résumai la campagne dans une brochure adressée à des calomniateurs et la livrai à l'impression. 8 jours plus tard éclatèrent les journées de juillet, et le 23 du même mois, je fus emprisonné par le gouvernement provisoire
sous l'inculpation d'être au service du Kaiser. L'instruction fut menée par des juges qui avaient acquis leur expérience au service du tsar. Ils n'étaient pas habitués à s'embarrasser de faits ou d'arguments. D'ailleurs, il y avait trop d'effervescence à ce moment-là. Lorsque je pris connaissance du dossier, l'indignation que provoqua en moi la vilenie de l'accusation ne fut mitigée que par le rire auquel donnait lieu l'inénarrable sottise du document. Voici ce que je consignai sur le procès-verbal de l'instruction en date du 1er septembre. Considérant que le tout premier des documents communiqués, déposition du sous-lieutenant Yermolenko, lequel document a joué jusqu'à présent le rôle principal dans la persécution entreprise contre mon parti et moi-même, avec le concours de certains fonctionnaires de la justice, est indubitablement le fruit d'un travail conscient de fabrication, ayant pour but non d'élucider les circonstances de l'affaire, mais bien de les embrouiller avec malveillance. Considérant que, dans ce document, Monsieur le juge d'instruction Alexandrov a passé sous silence, d'une façon nettement préméditée, les principales questions et circonstances dont l'explication aurait nécessairement démontré toute la fausseté des déclarations dudit Yermolenko, inconnu pour moi, j'estime que, politiquement et au point de vue moral, il serait avilissant pour moi de participer à la procédure d'instruction, et réserve d'autant plus mon droit à dénoncer le véritable fond de l'accusation devant l'opinion du pays par tous les moyens qui seront en mon pouvoir. L'accusation fut bientôt noyée dans de grands événements qui engloutirent non seulement les juges d'instruction, mais toute la vieille Russie, avec ses héros de la dernière heure du type Kerensky. Je croyais n'avoir plus à revenir sur ce sujet, mais il s'est trouvé un écrivain pour reprendre et soutenir en 1928 la vieille calomnie. Son nom est Kerensky. En 1928, c'est-à-dire 11 ans après les événements révolutionnaires qui l'ont brusquement enlevé et fort justement balayé, Kerensky affirme que Lénine et autres bolcheviks étaient des agents du gouvernement allemand, qu'ils étaient en liaison avec l'état-major allemand, qu'ils touchaient de l'argent allemand pour provoquer une défaite de l'armée russe et le démembrement de la Russie. Tout cela est narré dans des dizaines de pages de son livre burlesque, principalement de la page 290 à 310. Je me faisais une idée assez claire du niveau intellectuel et moral de Kerensky d'après les événements de 1917. Néanmoins, je n'aurais jamais cru qu'il fût capable, après tout ce qui s'est passé, de risquer une pareille accusation. Il faut pourtant s'en tenir là, le fait est patent. Kerensky écrit ceci, que Lénine ait trahi la Russie au moment où la guerre arrivait à sa plus haute tension, c'est un fait historique, impeccablement établi, incontestable. Page 293. Qui donc a fourni ces preuves incontestables et où les a-t-il trouvées? Kerensky commence par vaticiner largement. Il raconte que l'état-major choisissait parmi les prisonniers russes des candidats à l'espionnage et les introduisait dans les effectifs des armées russes. Un de ces espions, un vrai ou un faux, souvent ils ne savaient pas eux-mêmes ce qu'ils étaient, vint trouver directement Kerensky pour lui révéler toute la technique de l'espionnage allemand. Mais, observe mélancoliquement Kerensky, ces révélations n'avaient guère d'importance pratique. Page 295. Et voilà qui est juste. D'après Kerensky lui-même, il est clair qu'un médiocre aventurier a essayé de le mener par le bout du nez. Cet épisode avait-il quelque rapport avec Lénine et les bolcheviks en général? Pas le moindre. Kerensky en convient lui-même, l'épisode ne signifiait rien, alors pourquoi nous le raconter? Pour donner quelque ampleur au récit et accroître l'importance des révélations qui doivent suivre. Imitant son informateur, Kerensky voudrait mener le lecteur par le bout du nez. Oui, dit-il, ce premier cas était sans importance, mais en revanche, nous reçûmes d'une autre source une information de haute valeur, laquelle prouva définitivement qu'il y avait liaison entre les bolcheviks et l'état-major allemand. Page 295. Notez bien ce « prouva définitivement ». Voyons la suite.
Également, les moyens et les voies par lesquels ces liaisons étaient entretenues purent être établis. Page 295. Purent être établis, c'est équivoque. Furent-ils établis? Nous allons l'apprendre. Un peu de patience. Il a fallu 11 ans pour mûrir cette révélation dans les profondeurs spirituelles de son auteur. En avril, se présenta au quartier général du général Alexeïev un officier ukrainien du nom de Yarmolenko. Nous avons déjà entendu ce nom. Nous avons là devant nous le principal personnage de toute l'affaire. Il n'est pas inutile de noter que Kerensky est incapable de se montrer exact, même là où il n'est pas dans son intérêt de faire faute d'exactitude. Le nom du petit fripon qu'il met en scène n'est pas Yarmolenko, mais Yermolenko. C'est du moins sous ce nom qu'il figurait dans les papiers des juges d'instruction de M. Kerensky. Ainsi donc, le sous-lieutenant Yermolenko, c'est à dessein que Kerensky dit vaguement un officier, se présenta au GQG en qualité, prétendait-il, d'agent de l'Allemagne pour dénoncer de véritables agents allemands. La déposition de ce grand patriote, que la presse bourgeoise la plus hostile au bolchevisme fut bientôt forcée de caractériser comme un louche et douteux individu, démontra incontestablement et définitivement que Lénine n'a pas été une des plus grandes figures de l'histoire, mais tout simplement un des agents salariés de Ludendorff. Comment, cependant, le sous-lieutenant Yermolenko a-t-il connu ce grand secret et quelles preuves a-t-il apporté pour captiver Kerensky? Yermolenko, s'il faut l'en croire, a été chargé par l'état-major allemand de faire en Ukraine de la propagande séparatiste. On lui avait donné, raconte Kerensky, tous les renseignements indispensables sur les voies et les moyens par lesquels il lui convenait de rester en liaison avec les dirigeants allemands, sur les banques qui lui transmettraient les fonds nécessaires, sur les agents les plus importants, parmi lesquels se trouvaient de nombreux séparatistes ukrainiens et Lénine. Tout cela, textuellement, se lit, pages 295 et 296 du Grand Œuvre. À présent, du moins, nous saurons comment le grand état-major allemand traitait les espions. Quand un sous-lieutenant obscur et presque illettré s'avérait candidat au service d'espionnage, les chefs, au lieu de le placer sous la surveillance de quelques lieutenants du contre-espionnage allemand, mettaient le postulant en relation avec les dirigeants de chez eux, lui révélaient immédiatement toute la composition et le fonctionnement de leur service, et lui fournissaient même la nomenclature des banques. Il ne s'agit pas d'une banque, il s'agit de toutes, par lesquelles passaient les fonds secrets de l'Allemagne. Comme on voudra. Mais on a l'impression, dont on ne saurait se défaire, que l'état-major allemand procédait avec la dernière sottise. Ce n'est pourtant qu'une impression. Elle s'explique par ce fait que le dit état-major nous est ici représenté non pas tel qu'il était en réalité, mais tel que se le figuraient les deux sous-lieutenants Max et Moritz, Yermolenko, le sous-lieutenant d'armée, et Kerensky, le sous-lieutenant de la politique. Mais peut-être, quoique inconnu, obscur et peu élevé en grade, Yermolenko occupait-il un poste important dans les services de l'espionnage allemand. Kerensky voudrait nous engager à le croire. Par malheur, nous connaissons autre chose que le livre de Kerensky. Nous possédons les sources auxquelles il a puisé. Yermolenko, pour sa part, y va plus simplement que Kerensky. Dans ses dépositions, faites sur le ton que peut avoir un médiocre et bête aventurier, Yermolenko donne lui-même le prix de son travail. Il se trouve que l'état-major allemand lui aurait versé en tout et pour tout 1500 roubles de l'époque, des roubles alors extrêmement dépréciés, pour toutes ces dépenses d'hommes qui avaient à organiser la séparation de l'Ukraine et le renversement de Kerensky. Yermolenko avoue franchement, dans ses dépositions qui ont été depuis publiées, qu'il se plaignit amèrement de la parcimonie allemande, mais sans parvenir à un résultat. Il protestait, pourquoi si peu, mais les dirigeants allemands se montrèrent intraitables. Au surplus, Yermolenko ne nous dit pas s'il mena ses pourparlers directement avec Ludendorff ou avec Hindenburg, avec le Kronprinz ou avec l'ex-Kaiser. Yermolenko se refuse obstinément à nommer les dirigeants
qui lui octroyèrent largement 1500 roubles pour assurer la débâcle de la Russie, pour ses frais de voyage, pour son tabac et la bouteille. Nous prenons sur nous d'émettre cette hypothèse que l'argent servit surtout à des libations et que, les fonds allemands s'étant épuisés dans les poches du sous-lieutenant, il renonça à faire appel aux banques dont on lui avait donné la liste à Berlin. Valeureusement, il préféra se présenter à l'état-major russe pour obtenir des subsides patriotiques. Il est fort probable aussi qu'en cours de route, il fut cueilli par un des officiers russes du contre-espionnage qui manœuvrait alors contre les bolcheviks. Et ce serait un officier de cette sorte qui, vraisemblablement, aurait donné à Yermolenko l'inspiration. Il en résulta, dans le cerveau peu spacieux du sous-lieutenant, quelque chose comme 2 philosophies différentes. D'une part, il ne pouvait réprimer en lui-même un ressentiment contre le lieutenant allemand qui lui avait jeté à la figure 1500 roubles et pas un kopek de plus. D'autre part, il ne se permettrait pas d'oublier qu'il était dans la confidence des dirigeants allemands, qu'il connaissait tout le système de l'espionnage allemand, avec ses agents et ses banques. Quels sont les nombreux séparatistes ukrainiens que dénonça Yermolenko à Kerensky? On n'en voit rien dans le livre de ce dernier. Pour donner quelque poids au lamentable mensonge d'Yermolenko, Kerensky en ajoute d'autres de son cru. Parmi les séparatistes, Yermolenko, comme on le voit d'après ses dépositions authentiques, nomma Yoltuchowski, dit Skoropis. Kerensky fait le silence sur ce nom parce qu'il sait bien que s'il le mentionnait, il serait forcé de reconnaître qu'Yermolenko n'a rien révélé. Le nom d'Yoltuchowski n'était un secret pour personne. Il avait été rappelé des dizaines de fois dans les journaux en temps de guerre. Yoltuchowski ne cachait pas qu'il était en relation avec l'état-major allemand. À Paris, dans Nacheslovo, j'avais stigmatisé dès la fin de 1914 le petit groupe d'Ukrainiens séparatistes qui s'étaient liés avec les autorités militaires allemandes. Je les avais tous désignés par leur nom, et Yoltuchowski était du nombre. Nous avons vu cependant qu'à Berlin, l'on désigna à Yermolenko non seulement de nombreux séparatistes ukrainiens, mais aussi Lénine. On peut encore comprendre que les séparatistes aient été indiqués à Yermolenko, puisqu'il rentrait en Russie pour faire lui-même de la propagande séparatiste. Mais dans quel but lui aurait-on désigné Lénine? Kerensky ne répond pas à cette question. Et ce n'est pas par hasard. En effet, Yermolenko introduit à tort et à travers, dans ses dépositions embrouillées, le nom de Lénine. L'inspirateur de Kerensky raconte qu'il s'est engagé comme espion allemand dans un but patriotique, qu'il a réclamé une augmentation de ses fonds secrets, 1500 roubles, dès qu'on lui eut expliqué les fonctions qu'il aurait à remplir. Espionnage, faire sauter des ponts, etc. En dehors de cette histoire, on lui aurait expliqué, selon lui, mais qui le lui a dit, qu'en Russie, il ne travaillerait pas seul, que Lénine et ses partisans travailleraient dans le même sens. Tel est le texte littéral de ses dépositions. Il en résulte qu'un petit agent chargé de faire sauter des ponts aurait été mis au courant, sans la moindre utilité pratique, d'un secret comme celui des rapports prétendus entre Lénine et Ludendorff. Vers la fin de ces déclarations, et sans aucun rapport avec l'ensemble du racontard, fait évidemment sous l'influence grossière d'un souffleur, Yermolenko ajoute tout à coup ceci: « On m'apprit, qui le lui a appris, que Lénine avait participé à des conférences à Berlin avec des représentants de l'état-major, et qu'il s'était arrêté chez Skoropis Yoltuchowski, ce dont je me convainquis par la suite. » Un point, c'est tout. Comment s'en est-il convaincu? Il n'en dit pas un mot. À l'égard de cette indication d'Yermolenko, la seule qui porte sur un fait, le juge d'instruction Alexandrov ne fit preuve d'aucune curiosité. Il s'abstint de poser une bien simple question. Il ne demanda pas au sous-lieutenant Yermolenko comment il avait pu savoir en toute certitude que Lénine, pendant la guerre, avait séjourné à Berlin et était descendu chez Skoropis Yoltuchowski.
Ou peut-être Alexandrov posa-t-il la question, il ne pouvait se dispenser de la poser, et n'obtint-il en réponse qu'une sorte de mugissement confus, ce qui l'aurait décidé à ne pas consigner cet épisode dans le procès-verbal. Très probable. N'avons-nous pas le droit, devant toute cette cuisine, de nous écrier quel est l'imbécile qui en sera dupe? Mais il existe, à ce que nous voyons, des hommes d'État qui font semblant de croire à ces histoires et invitent leurs lecteurs à y ajouter foi. Est-ce bien tout? Oui, pour le sous-lieutenant de l'armée, c'est fini. Mais le sous-lieutenant de la politique a encore des hypothèses et des conjectures à nous soumettre. Suivons-le. Le gouvernement provisoire, raconte Kerensky, se voyait en face d'une tâche difficile qui était de suivre jusqu'au bout les fils indiqués par Yermolenko, de filer les agents qui faisaient la navette entre Lénine et Ludendorff et de les prendre en flagrant délit avec le plus possible de documents massus. Page 296. Cette phrase d'apparence pompeuse ne tient qu'à deux fils, mensonge et lâcheté. C'est ici qu'apparaît pour la première fois le nom de Ludendorff. Dans les dépositions d'Yermolenko, il n'y a pas un seul nom allemand. Le crâne du sous-lieutenant de l'armée était de trop petite capacité. En ce qui concerne les agents qui auraient fait la navette entre Lénine et Ludendorff, Kerensky parle à dessein sur un ton équivoque. D'une part, on pourrait penser qu'il est question d'agents bien déterminés, déjà connus, qu'il ne restait plus qu'à saisir avec les pièces du délit. D'autre part, il semblerait que dans la tête de Kerensky, il n'y eût qu'une idée toute platonique des 10 agents. S'il a eu l'intention de les suivre à la trace, il ne s'agissait encore que de talons inconnus, anonymes, transcendantaux. Avec toutes ces malices verbales, le calomniateur ne parvient qu'à mettre à nu son talon d'Achille, ou bien, pour en parler d'une façon moins classique, son sabot d'âne. L'instruction de l'affaire, selon Kerensky, fut si secrète que 4 ministres seulement en furent informés. Le ministre de la Justice lui-même, l'infortuné Pierre-Verzeff, n'en savait rien. Voilà comment on traite sérieusement les affaires d'État. Tandis que l'état-major allemand livrait au premier venu non seulement les firmes de ses banques correspondantes, mais le secret de ses liaisons avec les leaders du plus grand parti révolutionnaire, Kerensky se conduisait tout autrement. Lui compté, il ne trouvait que 3 autres ministres assez fortement trempés pour ne pas laisser échapper les talons des agents de Ludendorff. Et il se plaint encore. La tâche était au plus haut degré difficile, embrouillée et de longue durée. Page 297. Nous le croyons volontiers, cette fois. Et de plus, le succès couronna entièrement les efforts du patriote. Kerensky le dit nettement. Le succès, en tout cas, fut tout simplement anéantissant pour Lénine. Les rapports de Lénine avec l'Allemagne étaient impeccablement établis. Page 297. Nous prions le lecteur de se rappeler ces mots « impeccablement établis ». Par qui et comment? Ici, Kerensky introduit dans son roman d'une cause criminelle 2 révolutionnaires polonais assez connus, Ganiecki et Kozlowski, et une certaine Madame Soumenson, au sujet de laquelle personne ne sait rien et dont l'existence même n'a jamais pu être démontrée. Ce furent les 3 agents de liaison, nous dit-on. Sur quoi Kerensky se base-t-il pour inscrire feu Kozlowski et le bien vivant Ganiecki parmi ceux qui auraient servi d'intermédiaires entre Ludendorff et Lénine? On n'en sait rien. Yermolenko n'a jamais nommé ces personnes. On les voit apparaître dans les pages de Kerensky, de même qu'elles furent révélées dans les journaux de juillet 1917 de la façon la plus inattendue, Dei ex machina. Le rôle de machine, en l'occasion, étant manifestement joué par le contre-espionnage tsariste. Voici ce que raconte Kerensky. L'agent bolchevique allemand de Stockholm, qui emportait des documents démontrant d'une façon irréfutable la liaison de Lénine avec le commandement allemand, devait être arrêté à la frontière russo-suédoise. La teneur des documents nous était exactement connue. Page 298.
Cet agent, à ce qu'il paraît, aurait été Gniewski. Nous voyons que les 4 ministres, dont le plus sage était certainement le ministre-président, n'avaient pas travaillé en vain. L'agent des bolcheviks apportait de Stockholm à Kerensky des documents connus d'avance, exactement connus, des papiers prouvant irréfutablement que Lénine était l'agent de Ludendorff. Mais pourquoi Kerensky ne nous ferait-il pas confidence de son secret au sujet de ces documents ? Pourquoi ne jetterait-il pas, même brièvement, quelque lumière sur ce qu'ils contenaient ? Pourquoi ne nous dirait-il pas, ne fût-ce que par allusion, de quelle manière il en a connu d'avance la teneur ? Pourquoi ne nous explique-t-il pas à quelle fin, à proprement parler, l'agent allemand des bolcheviks apportait en Russie des documents destinés à prouver que les bolcheviks étaient bien des agents allemands ? De tout cela, Kerensky ne nous dit pas un mot. Encore une fois, on ne peut que demander quel est l'imbécile qui voudra le croire. Cependant, il se trouve aussi que l'agent de Stockholm ne fut pas arrêté. Les remarquables documents que Kerensky, en 1917, connaissait exactement, mais qui, en 1928, resteront de l'inconnu pour ses lecteurs, ne furent pas saisis. L'agent des bolcheviks était bien parti, mais il n'alla pas jusqu'à la frontière russo-suédoise. Pourquoi ? Seulement parce que le ministre de la Justice, Pieleverzev, incapable de suivre les gens à la trace, avait bavardé, révélant trop tôt aux journaux le grand secret du sous-lieutenant Yermolenko. Pourtant, le bonheur était si possible, si proche. Le travail auquel se livra pendant 2 mois le gouvernement provisoire, principalement Terechenko, pour découvrir les agissements des bolcheviks, aboutit à un échec. Page 298. Oui, c'est bien ainsi que Kerensky s'exprime, aboutit à un échec. Page 297, il était dit que le succès de ce travail fut tout simplement anéantissant pour Lénine, ses relations avec Ludendorff furent impeccablement établies, mais, page 298, nous lisons qu'un travail de 2 mois aboutit à un échec. N'est-ce pas là une assez drôle bouffonnerie ? Malgré la déconvenue des 4 ministres qui suivaient à la trace la dame Soumenson, inconnue de tout le monde, Kerensky ne perd pas courage. Au sujet des rapports des bolcheviks avec Ludendorff, il déclare fièrement ceci : « Je puis seulement, en pleine conscience de ma responsabilité devant l'histoire, reprendre les paroles du procureur du tribunal de Pétrograd. » Page 298. C'est là qu'il se montre de toute sa hauteur. Tel l'entend dire plus d'une fois, parlant de la tribune en 1917, les engagés volontaires, les lieutenants de gauche, les lycéens et les demoiselles démocrates, en pleine conscience de ma responsabilité devant l'histoire. Il est de cette taille-là, l'incomparable sous-lieutenant de la politique, Narcisse Kerensky. Mais quelques pages plus loin, après ce beau serment, voici encore un aveu écrasant. Nous, gouvernement provisoire, avons ainsi laissé échapper pour toujours la possibilité de démontrer définitivement et avec des documents à l'appui la trahison de Lénine. Page 305. Laisser échapper pour toujours. De tout ce qu'on avait bâti sur les épaules d'Yermolenko, il ne reste en fin de compte rien, si ce n'est une parole d'honneur donnée devant l'histoire. Mais nous ne sommes pas au bout. La fausseté et la lâcheté de Kerensky sont encore peut-être plus manifestes quand il en vient à parler de moi. Terminant sa liste des agents allemands qui devaient être arrêtés sur son ordre, Kerensky note d'un ton discret: quelques jours après, l'on arrêta aussi Trotsky et Lunacharsky. Page 309. C'est le seul passage où Kerensky m'introduise dans les services de l'espionnage allemand. Il le fait d'une façon enveloppée, sans fleur de rhétorique, sans dépenser sa parole d'honneur. Il a des raisons suffisantes pour agir ainsi. Il ne peut me passer tout à fait sous silence, car de toute manière son gouvernement m'a arrêté et a formulé contre moi la même inculpation que contre Lénine. Mais il ne veut et ne peut trop s'étendre sur les points d'accusation. En ce qui me concerne,
son gouvernement fit preuve particulièrement éclatante de sottise. Le seul indice de culpabilité qu'avait trouvé contre moi le juge d'instruction Alexandrov était mon passage à travers l'Allemagne en wagon plombé et en compagnie de Lénine. Le vieux chien de garde de la justice tsariste ignorait absolument que le wagon plombé avait amené avec Lénine non pas moi, mais le leader des mencheviks, Martov. Je n'étais arrivé qu'1 mois après Lénine. Je venais de New York. J'avais passé par un camp de concentration au Canada et par les pays scandinaves. L'accusation dressée contre les bolcheviks provenait de misérables et méprisables faussaires qui ne jugeaient même pas nécessaire de rechercher dans les journaux quand et par quelle voie Trotsky était arrivé en Russie. Je pris le juge d'instruction en flagrant délit. Je lui jetai à la figure ses sales paperasses et lui tournai le dos, ne voulant plus causer avec lui. J'expédiai sur l'heure une protestation au gouvernement provisoire. C'est ici que l'on voit le mieux à quel point Kerensky est coupable, de quelle façon grossièrement criminelle il trompe son lecteur. Il sait comment sa justice, quand elle m'accusa, a honteusement échoué. Voilà pourquoi, m'introduisant incidemment dans les services de l'espionnage allemand, il n'a pas un seul mot pour rappeler comment lui et 3 autres ministres me suivirent à la trace à travers l'Allemagne, à une époque où j'étais enfermé dans un camp de concentration au Canada. Généralisant ses idées, le calomniateur ajoute « Si Lénine n'avait pas eu l'appui de tout l'appareil matériel et technique de la propagande allemande, il n'aurait jamais réussi à ruiner la Russie. » Page 299. Kerensky voudrait pouvoir croire que l'ancien régime, et lui-même avec ce régime, a été renversé non par le peuple révolutionnaire, mais par l'espionnage allemand. Combien est consolante une philosophie historique d'après laquelle toute la vie d'un grand pays n'aurait été qu'un jouet entre les mains d'une organisation d'espionnage de la nation voisine. Mais si la puissance militaire et technique de l'Allemagne a pu renverser en quelques mois la démocratie de Kerensky et implanter artificiellement le bolchevisme, comment se fait-il que l'appareil matériel et technique de toutes les puissances de l'entente ait été incapable en 12 années de détruire ce bolchevisme de création artificielle? Mais nous n'allons pas nous lancer ici dans la philosophie de l'histoire, restons dans le domaine des faits. En quoi a consisté l'aide technique et financière de l'Allemagne? Kerensky ne nous en dit pas un mot. Les bolcheviks publiaient à Pétrograd en 1917 un journal de petite dimension, aussi petit que celui qu'ils avaient édité avant la guerre, en 1912. Ils lançaient des tracts, ils avaient des agitateurs. En d'autres termes, nous étions un parti révolutionnaire. Où aperçoit-on l'assistance de l'espionnage allemand? Pas un mot là-dessus. Et que pourrait-on dire, en effet? Réprimant notre dégoût et recourant à une salutaire ironie, qui est aussi nécessaire ici que le citron à qui est pris du mal de mer, nous avons analysé, devant la face de l'histoire, les dépositions de Kerensky. Nous n'avons laissé de côté aucun de ses arguments, aucune de ses considérations, bien que dans le cours de tout ce travail, nous nous soyons creusé la tête à nous dire « est-ce bien la peine de s'occuper de ces ordures ?» Car enfin, Ludendorff, Hindenburg et beaucoup d'autres dirigeants et collaborateurs de l'état-major allemand sont encore en vie. Ils sont tous ennemis des bolcheviks. Qu'est-ce qui les empêcherait de révéler un vieux secret? Actuellement, c'est la social-démocratie qui détient le pouvoir en Allemagne et elle a accès à toutes les archives. Si Ludendorff n'a pas caché à un Yermolenko ses prétendues relations avec Lénine, il faut penser qu'il y a en Allemagne bien des gens qui savaient au moins ce qu'on ne cachait pas à un sous-lieutenant russe. Pourquoi donc tous ces ennemis irréconciliables des bolcheviks et de la Révolution d'octobre se taisent-ils? Kerensky allègue, il est vrai, les mémoires de Ludendorff, mais de ces mémoires, une seule chose est évidente. Ludendorff espérait que la révolution en Russie amènerait la décomposition de l'armée tsariste. Il compta d'abord sur la révolution de février, puis sur octobre.
Pour voir clair dans le plan de Ludendorff, on n'avait pas besoin de ses mémoires. Il suffisait de savoir qu'un groupe de révolutionnaires russes fut admis à traverser l'Allemagne. De la part de Ludendorff, c'était une aventure à courir en raison de la pénible situation militaire où se trouvait l'Allemagne. Lénine tira profit des calculs de Ludendorff pour ses propres calculs. Ludendorff se disait « Lénine renversera les patriotes, ensuite j'étoufferai Lénine et ses amis ». Lénine se disait « Je passerai dans le wagon de Ludendorff et je le paierai à ma façon de ce service ». Que deux plans historiques opposés aient eu un point d'intersection, et que ce point ait été un wagon plombé, nous n'avions pas besoin des talents de policier de Kerensky pour nous le prouver, c'est un fait historique. Et après cela, l'histoire a déjà eu le temps de vérifier la valeur des calculs contraires. Le 7 novembre 1917, les bolcheviks s'emparèrent du pouvoir. Exactement un an plus tard, sous la puissante influence de la révolution russe, les masses révolutionnaires allemandes renversaient Ludendorff et ses patrons. Mais 10 ans après, le narcisse démocrate, humilié par l'histoire, a essayé de rafraîchir une sotte calomnie qui n'atteint pas Lénine, mais est dirigée contre un grand peuple et sa révolution. Chapitre 26. De juillet à octobre. Le 4 juin, la fraction bolchevique lut au Congrès des Soviets une déclaration déposée par moi concernant l'offensive que préparait Kerensky sur le front. Nous signalions que cette offensive était une aventure qui menaçait l'existence même de l'armée. Mais le gouvernement provisoire s'enivrait d'éloquence oiseuse. Les ministres considéraient la masse des soldats, ébranlés jusqu'au plus profond par la Révolution, comme une glaise dont on peut faire tout ce qu'on veut. Kerensky parcourait le front, conjurait, menaçait, s'agenouillait, baisait la terre et en un mot se livrait à toutes les pitreries, sans donner la moindre réponse à toutes les questions qui tourmentaient les soldats. Se dupant lui-même par de faciles effets, fort de l'appui du Congrès des Soviets, il donna l'ordre de l'offensive. Lorsque le désastre prédit par les bolcheviks éclata, ce fut ces derniers que l'on accusa. On les traqua avec une recrudescence d'acharnement. La réaction, sous le couvert du parti cadet, poussait de toutes parts et réclamait nos têtes. La confiance des masses en le gouvernement provisoire était irrémédiablement compromise. Dans cette deuxième étape de la Révolution, Petrograd se montra encore et de très loin l'avant-garde. Au cours des journées de juillet, ce poste avancé eut une escarmouche avec le gouvernement de Kerensky. Ce n'était pas encore l'insurrection, ce n'était qu'une reconnaissance poussée à fond, mais dès ce conflit ouvert, on put voir que Kerensky ne disposait d'aucune armée démocratique, que les forces qui le soutenaient contre nous étaient celles de la contre-révolution. J'étais en séance au palais de Tauride le 3 juillet, lorsque j'appris la manifestation du régiment de mitrailleurs et l'appel lancé par lui aux autres troupes et aux usines. Cette nouvelle était pour moi inattendue. La démonstration était spontanée, elle venait de la base sur une initiative anonyme. Le lendemain, elle prit plus d'ampleur, et notre parti en était déjà. Le palais de Tauride fut envahi par le peuple. Il n'y avait qu'un mot d'ordre, le pouvoir aux soviets. Devant le palais, un petit groupe d'individus suspects qui se tenaient à l'écart de la foule arrêta le ministre de l'Agriculture, Tchernov, et l'obligea à monter dans une automobile. La multitude resta indifférente au sort du ministre, et en tout cas les sympathies n'allaient pas à lui. La nouvelle de l'arrestation de Tchernov et du triste sort qui le menaçait parvint à l'intérieur du palais. Les populistes décidèrent d'employer les autoblindés à mitrailleuses pour sauver leur leader. La décroissance de leur popularité les rendait nerveux. Ils voulurent montrer qu'ils avaient de la poigne. Je résolus de prendre place dans l'automobile où était Tchernov, de tenter de le sortir ainsi de la foule pour lui rendre ensuite la liberté. Mais le bolchevique Raskolnikov, lieutenant de la flotte baltique, qui avait amené les matelots de Kronstadt à la manifestation,
réclama avec une extrême émotion la mise en liberté immédiate du ministre, ne voulant pas que l'on prétendît ensuite que les marins l'avaient arrêté. Je pris le parti d'essayer d'aider Raskolnikov. Pour la suite, je lui cède la parole. Il serait difficile de dire combien de temps aurait duré le tumulte, note l'expansif lieutenant dans ses mémoires, si le camarade Trotsky n'était pas venu à la rescousse. D'un bond, il fut sur le capot de la voiture et d'un large geste énergique d'homme qui en a assez d'attendre, réclama du calme. En une seconde, tout s'apaisa, un silence de mort régna. D'une forte voix, distincte, métallique, Liev Davidovitch prononça une courte harangue qui se termina ainsi que celui qui veut faire violence à Tchernov lève la main. Personne, continue Raskolnikov, n'osa même ouvrir la bouche. Personne ne prononça un mot d'objection. « Citoyen Tchernov, vous êtes libre », proféra solennellement Trotsky, se tournant de toute sa stature vers le ministre et l'invitant par le geste à descendre de l'automobile. Tchernov n'était ni mort ni vif. Je l'aidai à descendre et, le visage défait, ravagé, d'un pas vacillant, irrésolu, il gravit les degrés et disparut dans le vestibule du palais. Satisfait de sa victoire, Liev Davidovitch s'éloigna avec lui. Si l'on met de côté l'excès de coloris pathétique, la scène est rendue avec exactitude. Ce qui n'empêcha pas la presse hostile d'affirmer que j'avais arrêté Tchernov pour le faire lyncher. Tchernov lui-même garda un silence embarrassé. Il est gênant, en effet, pour un ministre populaire, d'avouer qu'il a sauvé sa tête non par sa popularité, mais grâce à l'intervention d'un bolchevique. L'une après l'autre, des députations venaient, au nom des manifestants, réclamer du comité exécutif qu'il prît le pouvoir. Tcheidze, Tseretelli, Dan, Gotz occupaient les sièges du bureau comme des dieux termes. Ils ne répondaient pas aux députations, regardaient vaguement devant eux, ou bien échangeaient entre eux des coups d'œil inquiets et mystérieux. Les bolcheviks prenaient la parole, soutenant les délégations d'ouvriers et de soldats. Les membres du bureau se taisaient. Ils attendaient. Qu'attendaient-ils ? Des heures passèrent ainsi. La nuit était fort avancée lorsque les voûtes du palais retentirent des sonneries de victoire de clairon. Le bureau ressuscita comme galvanisé par un courant électrique. Quelqu'un vint annoncer solennellement que le régiment volinien était arrivé du front pour se mettre à la disposition du comité exécutif. Il se trouvait ainsi que dans toute la formidable garnison de Pétrograd, la démocratie n'avait pas trouvé un seul corps de troupes sur lequel elle pût compter. Elle avait dû attendre que la force armée lui vînt du front. Toute la situation changea aussitôt. Les délégations furent expulsées, on refusa la parole aux bolcheviks. Les leaders de la démocratie décidèrent de se venger sur nous de la terreur que leur avaient inspirée les masses. De la tribune du comité exécutif partirent des discours sur l'émeute de gens armés que venaient d'écraser les troupes fidèles à la Révolution. Il fut déclaré que les bolcheviks constituaient un parti contre-révolutionnaire. Tout cela grâce à l'arrivée d'un unique régiment, celui des Voliniens. Or, 3 mois et demi plus tard, ce même régiment contribuait à renverser le gouvernement de Kerensky. Le 5, dans la matinée, j'eus une rencontre avec Lénine. L'offensive des masses était déjà réprimée. « Maintenant, me dit Lénine, ils vont nous fusiller tous. C'est le bon moment pour eux. » Mais Lénine surestimait, en la personne de l'ennemi, son esprit de décision et sa capacité d'action, sinon sa haine. Nos adversaires ne nous fusillèrent pas, bien qu'ils y fussent tout disposés. Dans les rues, on frappait et on tuait des bolcheviks. Des Junkers vinrent saccager le palais Kshessinska et l'imprimerie de la Pravda. Toute la rue, devant cet établissement, fut jonchée de manuscrits. Entre autres choses, fut ainsi perdu mon pamphlet à des calomniateurs. L'exploration en profondeur de juillet était ramenée à une bataille unilatérale. L'adversaire vainquit sans peine, car nous n'étions pas entrés en lutte. Le parti le paya chèrement. Lénine et Zinoviev durent se cacher. Il y eut d'innombrables arrestations, accompagnées de passages à tabac.
Les Cosaques et les Junkers volaient leur argent à ceux qu'ils arrêtaient sous prétexte que c'était de l'argent allemand. Bien des compagnons de route et amis à demi déclarés nous tournèrent le dos. Au palais de Tauride, nous fûmes déclarés contre-révolutionnaires et mis en fait hors la loi. Dans les sphères supérieures du parti, la situation n'était pas fameuse. Lénine avait disparu, le groupe de Kameniev releva la tête. Nombreux, et parmi eux Staline, furent ceux qui se tinrent cois, à l'écart des événements, attendant de pouvoir manifester leur sagesse en meilleure occasion. La fraction bolchevique du comité exécutif central se sentait orpheline au palais de Tauride. Elle m'envoya une délégation pour me demander si je ne ferais pas un rapport sur la nouvelle situation, bien que je ne fusse pas encore membre du parti. L'acte qui devait formellement consacrer notre union avait été différé jusqu'au congrès du parti qui devait avoir lieu bientôt. Bien entendu, j'acceptai très volontiers de prendre la parole. L'entretien que j'eus avec la fraction bolchevique établit de ces liens moraux qui ne se forment que sous les coups les plus durs de l'ennemi. Je déclarai qu'après cette crise, nous pouvions nous attendre à un rapide redressement, que les masses s'attacheraient doublement à nous quand elles auraient vérifié par les faits notre fidélité, qu'il fallait, en ces journées, observer de près chaque révolutionnaire, car c'est en de tels moments que les gens sont pesés sur une balance qui ne trompe pas. Et je me rappelle encore avec joie l'accueil chaleureux et reconnaissant que me fit la fraction. Lénine n'est pas là, disait Mouralov, mais parmi les autres, Trotsky est le seul qui n'ait pas perdu la tête. Si j'écrivais ces mémoires en d'autres conditions, il est d'ailleurs douteux que j'eusse pu les écrire en d'autres circonstances, je me sentirais gêné à relater bien des choses que je rapporte dans ces pages. Mais je ne puis me distraire de cette vaste falsification du passé bien organisée, qui est un des principaux soucis des épigones. Mes amis sont emprisonnés ou déportés. Je suis forcé de dire de moi ce qu'en d'autres circonstances je n'aurais jamais dit. Il ne s'agit pas seulement pour moi de vérité historique, il s'agit d'une lutte politique qui continue. C'est de ce temps que date mon indissoluble amitié combative et politique avec Mouralov. Sur cet homme, il faut dire ici au moins quelques mots. Vieux bolchevique, il a participé à la révolution de 1905 à Moscou. En 1906, à Sierpukhov, il fut pris dans un pogrom de sang noir qui avait lieu, comme toujours, sous la protection de la police. Mouralov est un magnifique géant dont l'intrépidité prend son équilibre dans une magnanime bonté. Il se trouva avec quelques hommes de gauche cernés par les ennemis dans la maison des Ziemstvo. Il sortit de l'édifice, le revolver au poing, et d'un pas égal marcha sur la foule. Mais un groupe de sang noirs, brigade de choc, lui barra le chemin. Des cochers se mirent à vociférer. « Place !» cria le géant sans s'arrêter, et il leva son revolver. On sauta sur lui, il abattit un homme sur place et en blessa un autre. La foule s'écarta brusquement. Sans presser le pas, fendant la multitude comme un brise-glace, Mouralov sortit de là et, à pied, gagna Moscou. Son procès dura 2 ans, et malgré la réaction qui sévissait alors, se termina par un acquittement. Il avait fait ses études comme agronome. Il avait été soldat dans une compagnie des équipages automobiles pendant la guerre impérialiste. Il dirigea les combats d'octobre à Moscou et devint le premier commandant de la circonscription militaire de Moscou après la victoire. Il fut l'intrépide maréchal de la guerre révolutionnaire, toujours égal à lui-même, simple, sans pause. En campagne, il faisait une propagande infatigable, par actes utiles. Il donnait des conseils aux agriculteurs, fauchait les blés, soignait les gens, médicamentait le bétail aux heures de loisir. Dans les circonstances les plus difficiles, il émanait de lui de la sérénité, de l'assurance et de la chaleur de sentiment. La guerre finie, Mouralov et moi tâchions de passer ensemble nos journées de liberté. Nous étions liés par la passion de la chasse. Nous avons roulé ensemble par le nord et le midi,
tantôt à la poursuite de l'ours ou du loup, tantôt en quête de faisans et d'outardes. Actuellement, Mouralov chasse en Sibérie, en qualité d'oppositionnel déporté. Pendant les journées de juillet, Mouralov ne flancha point et soutint beaucoup d'entre nous. Chacun des nôtres avait bien besoin de se posséder pour traverser les corridors et les salles du palais de Tauride sans se courber, sans baisser la tête, à travers une haie de regards furibonds, au milieu de gens qui chuchotaient haineusement, qui se poussaient entre eux du coude avec affectation, disant « Regarde ça, regarde », et parmi certains qui, tout simplement, grinçaient des dents. Nul n'est plus rageur que le Philistin révolutionnaire, arrogant et bouffi d'orgueil, quand il commence à voir que la révolution, après l'avoir soudainement portée aux cimes, en vient à menacer sa prospérité temporaire. Pour aller au buffet du comité exécutif, il fallut suivre en ces jours-là un petit chemin du calvaire. On distribuait au buffet du thé et des butterbrots de pain noir avec fromage ou caviar rouge. Le caviar abondait à Smolny, et l'on en eut plus tard en quantité au Kremlin. Pour le dîner, des chis avec un morceau de bœuf. Le buffet était tenu par un soldat nommé Grafov. Au moment où nous étions le plus... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.